Votre santé sur l'antenne de BFM d'ici, ravi d'être à vos côtés. Ce soir, on va parler de sexualité avec notre invité, c'est Nairi Boudet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sexothérapeute et thérapeute de couple installé depuis quelques mois, un an, c'est ça Depuis environ, un an, oui. à Sisteron dans les Alpes d'Haute-Provence. Alors, sexothérapeute, thérapeute de couple, c'est quoi? C'est une médecin des couples? Vous mettez peut-être des pansements pour réparer les couples? Non, pas que. Alors effectivement, la plupart des couples qui viennent, c'est souvent c'est lorsqu'ils se donnent une dernière chance. Souvent ils se disent c'est le moment de la dernière chance, on tente le tout pour le tout. Et donc souvent c'est un petit peu lorsque les problématiques commencent à être difficiles à vivre pour les deux personnes ou pour la famille. Le but c'est d'essayer de déconstruire ces problématiques. Qu'est-ce qui les a amenés là ? Par exemple, même sur quelque chose d'aussi vague, enfin d'aussi peu concret que j'ai l'impression que mon compagnon ne me désire plus ou ma compagne me fait sans cesse des reproches. J'essaye de comprendre et en fait on essaye tous ensemble de comprendre qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire de la dynamique du couple et de la famille. Et alors, un couple qui va mal, c'est parce que la sexualité va mal, c'est toujours lié ou pas forcément? Non, du tout. En fait, je propose deux façons de travailler différentes. La sexothérapie, ça va être une sexothérapie individuelle, donc où la personne va venir pour une problématique concrète. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la sexothérapie, c'est qu'en fait, même si ensuite on part dans la psychologie, qu'est-ce que ça signifie pour la personne, on va partir vraiment d'une problématique très pragmatique qui va être, par exemple, j'ai j'ai du mal à éprouver du désir, ou bien j'ai du mal je n'arrive pas à orgasmer, par exemple. Et donc du coup, ça va être plutôt en thérapie individuelle, donc on va essayer de comprendre ce que c'est. Et puis en thérapie de couple, là, je vais travailler avec le couple, mais pas systématiquement à trois. Ensuite, on part sur des séances individuelles parce que toutes les choses ne sont pas faciles à dire devant le partenaire. Il y a des choses que des dames ou des hommes n'arrivent pas à dire devant, oui. devant leur compagne ou oui, et puis on parle différemment en fait quand le compagnon ou la compagne est là. Ouais. Souvent, je remarque qu'il y a une plus grande liberté qui est éprouvée lorsqu'ils sont seuls avec moi. Comment vont nos couples dans les Hautes-Alpes et les Alpes d'Haute-Provence, vous qui les voyez? Je dirais qu'il y a beaucoup de... Je reçois beaucoup de couples qui ont une quarantaine d'années, qui ont des jeunes enfants, ou qui viennent d'avoir des enfants, ou qui ont des enfants assez grands, des personnes qui se demandent comment continuer à évoluer ensemble. Et comment vont les couples? Ce sont des couples qui se posent des questions, et en fait, je trouve ça sain. C'est pour ça que tous les couples et toutes les personnes, même qui viennent au cabinet, je leur dis vraiment... Bravo d'être venu, c'est super en fait de vous interroger sur ce que vous cherchez à construire avec votre partenaire. On a trop souvent tendance dans notre société à partir du principe que parce qu'on désire quelqu'un ou qu'on se sent bien avec cette personne, qu'on la trouve ou la trouve séduisante, ça va marcher tout de suite. Alors que non, c'est un véritable travail d'ajustement et qui s'opère tout au long de la vie du couple. Et puis à un moment donné, je trouve que c'est bien de se poser la question, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on veut faire tous les deux ensemble? On a eu des enfants ou pas, et puis qu'est-ce qui nous meut tous les deux? Qu'est-ce qu'on peut construire d'unique ou pas Et alors, est-ce qu'il y a une astuce? Est-ce qu'on peut faire durer un couple pour ceux qui le souhaitent? Comment on peut faire? Moi, ce que je préconise beaucoup, c'est de fonctionner en équipe. C'est-à-dire qu'au lieu de se renvoyer la balle, ce qui est vécu souvent comme des reproches, c'est de se dire, ok, moi je me sens de faire ça pour nous. Je déteste le mot compromis, par exemple. Ça voudrait dire que je me résoudrais à faire quelque chose pour l'autre. Et donc à mettre une partie de moi de côté. Alors que non, qu'est-ce que je me sens de faire pour l'équipe? Pour nous deux, en team. Un travail d'équipe. Oui. Je pense que c'est vraiment la clé. D'où ils viennent, ces couples qui rentrent dans votre bureau, qui osent pousser la porte? Parce que ça ne doit pas toujours être facile. Non, c'est pas facile. Et en même temps, c'est vraiment une belle aventure qui s'offre à eux. La plupart sont contents, en fait, même si c'est pas toujours facile de se dire on a un problème. Vous voyez, n'empêche que c'est une belle aventure de réflexion et de remise en question. Alors, la plupart des couples et même des personnes qui viennent donc en sexothérapie individuelle viennent de la région, c'est-à-dire plutôt 04-05. Ça peut être Manosque, Château-Arnoux, Sisteron, bien sûr. Et puis dans le 05, des personnes qui viennent de Gap, Embrun, Névache.
Voilà, parce que l'offre ne doit pas être si importante, j'imagine, dans la région. Vous vous intéressez également à la transidentité. Ça doit être déjà difficile, la transidentité, on en parle peu, on commence à en parler de plus en plus. Dans nos territoires, vous avez des personnes qui poussent la porte et qui ont du mal à assumer leur sexualité? J'ai essayé de travailler en partenariat avec des associations de jeunes qui essayaient de faire reconnaître leur désir de transidentité ou de non-binarité à leurs parents. Ça ne s'est pas encore fait, mais c'est vrai que c'est très important pour moi parce que tout ce qui est transidentité, ça touche à la question du genre. Et ce sont des questions qui m'ont toujours intéressée, c'est-à-dire comment exister en tant que femme dans notre société, en tant qu'homme. Dois-je porter des signes extérieurs de féminité ou de masculinité pour me sentir féminine ou masculin? Voilà, ce sont des questions qui sont très intéressantes et justement, je trouve que les personnes transgenres permettent de renouveler le débat à ce sujet. J'avais une dernière question. On a traversé une crise, on la traverse toujours avec des confinements successifs. Ça a mis à rude épreuve parfois les couples qui avaient l'habitude de se voir uniquement le soir ou le matin. Vous avez eu plus de patients suite au confinement? Oui. Vous avez été confronté à quoi? Il y a effectivement beaucoup de couples que j'ai en cabinet qui se sont rencontrés peu avant le confinement et qui ont appris à vivre ensemble. Je dirais que ça a joué comme un accélérateur. Et du coup, les personnes ont dû s'ajuster plus rapidement l'une à l'autre, apprendre ce que c'est la vie ensemble, alors que justement, il n'y avait surtout que les bons côtés, les moments choisis. Là, il y a aussi la vie ensemble, mais je n'ai entendu personne, en tout cas, qualifier cette période de traumatisante, de difficile, qui a demandé de l'adaptation, mais qui a aussi favorisé une certaine entente et intimité au sein du couple. Merci beaucoup, Naïri Boudet, sexothérapeute et thérapeute pour couple installé à Sisteron, d'avoir été notre invité ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. On continue ce rendez-vous santé avec un thème qui sera abordé ce soir lors de la grande émission de Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV, La France dans les yeux à partir de 21h. C'est le thème du handicap. Et justement, Julie Roser et Haché Chevalier ont pu rencontrer Catherine Feuillassier, installée à Belle-Affaire, près de Turier, dans les Alpes de Haute-Provence. Et Catherine sera ce soir sur le plateau face à Jean-Luc Mélenchon et elle va lui parler de la place des aidants. Le reportage. Allez Malulu. Les gestes sont toujours les mêmes pour réveiller Marie-Luce. À 17 ans, la fille de Catherine est polyhandicapée, 100% dépendante. Pour rester à ses côtés, Catherine est obligée de travailler de chez elle. Mais pour l'instant, son poulailler ne lui permet pas de dégager un salaire. Le métier idéal, ce serait le patron qui accepterait de nous embaucher en connaissant les contraintes. Et ce serait des heures assez modulables et facilement interchangeables dans le mois. Avoir des contrats peut-être adaptés pour nos situations particulières serait intéressant. Elle ne trouve personne pour l'épauler au quotidien. Ici, les soignants spécialisés sont rares. La famille n'a jamais voulu quitter sa commune rurale, même si cela implique des contraintes. C'est le temps. Si on va sur Marseille, à chaque fois, il y en a pour 2h30 de route. C'est tout de suite compliqué. Pour les soins, etc., ce serait beaucoup plus simple d'habiter en ville, dans une grande ville. Mais en même temps, on n'aurait pas la qualité de vie extérieure, pouvoir sortir, pouvoir promener, etc., en pleine campagne. Catherine lève également le voile sur un sujet qui reste tabou pour certains. Elle a conscience qu'elle survivra à Marie-Luce et que sa vie basculera à nouveau. Du jour au lendemain, on a perdu notre enfant, mais on n'a plus rien non plus niveau d'aide. On n'a plus de reconnaissance. On n'a pas droit ni au chômage, ni à la retraite, ni à rien. Donc du jour au lendemain, non seulement on perd notre enfant, mais derrière, il n'y a plus rien. Dans La France dans les yeux, Catherine abordera sans détour la réalité sans véritable statut des parents aidants. Et j'en profite pour saluer personnellement la famille Feuillassier à Belle-Affaire. Je leur souhaite une bonne soirée. On termine ce rendez-vous santé. On se retrouve pour un nouveau numéro la semaine prochaine, bien sûr, sur BFM d'ici.